Très concrètement, en 2016, les Britanniques avaient subi un lavage de cerveau effroyable sur le Brexit. Le cabinet, qui s'appelle PwC, PricewaterhouseCoopers, qui est un peu l'équivalent de McKinsey, c'est un cabinet américain. Des méchantes langues, des mauvaises langues disent, je ne crois pas que ce soit forcément des mauvaises langues, mais disent que PwC a des liens très étroits avec la communauté du renseignement américain, comme on dit. C'est évidemment un endroit idéal pour accumuler des quantités d'informations sur les comptes des entreprises étrangères. Et donc PricewaterhouseCoopers, cabinet d'audit américain d'origine américaine, avait pondu un rapport pour les Britanniques en 2016 où il avait expliqué que le Brexit, s'il avait lieu, serait une catastrophe absolue, et qui pourrait coûter jusqu'à 125 milliards d'euros de PIB, et donc une baisse considérable du revenu des Britanniques. Baisse du PIB, moins 125 milliards d'euros par PricewaterhouseCoopers. Aujourd'hui, on en est où? On en est que le PIB au troisième trimestre de 2022, en France, a été sur le trimestre, c'est-à-dire la richesse produite pendant un trimestre, le PIB trimestriel. Le troisième trimestre de 2022, j'ai pris ça parce que j'ai pris des chiffres qui étaient comparables entre les pays, les mêmes périodes, a augmenté de 590 milliards d'euros en France. Il a augmenté de 650 milliards d'euros au Royaume-Uni. C'est-à-dire qu'il a augmenté en réalité de à peu près 10% de plus qu'en France. C'est un peu inattendu, puisqu'on nous avait expliqué en 2016 que ce serait la catastrophe. J'en profite pour faire d'ailleurs une incidente à cet égard, c'est que les responsables, les européistes, ne vérifient jamais et interdisent que l'on vérifie leur prophétie apocalyptique avec la réalité. La croissance entre les deux pays, toujours au troisième trimestre 2022, a été en France de plus 0,2%, au Royaume-Uni de moins 0,2%. Donc sur cet aspect-là des choses, la France se porte un chouïa mieux. Il est possible d'ailleurs que pour 2023, on nous annonce toujours en France des chiffres mirobolants, on nous annonce maintenant une taux de croissance de 2, et quelques pourcents, de 2,3%. Attendons de voir. Et on nous annonce aussi, j'ai vu dans l'Express, ils annoncent moins 0,6% pour le Royaume-Uni. Attendons de voir, parce que moi les prévisions, je préfère les choses concrètement réalisées. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le PIB de la France s'était effondré en 2020 et 2021 grâce au fameux confinement du Mozart de la finance. Macron a plombé le PIB de la France de façon colossale, plus que le Royaume-Uni. Donc que la croissance aujourd'hui soit un peu supérieure en France à ce qu'elle est au Royaume-Uni n'est pas un tour de force du tout. Au contraire même, elle devrait être de loin supérieure puisqu'on était descendu bien plus bas. L'inflation. Il y a eu aussi des études qui avaient été faites qui avaient promis que s'il y avait le Brexit, ce serait une inflation absolument phénoménale et qui ravagerait le niveau de vie des familles britanniques. Aujourd'hui, on en est où? Sur l'année, les 12 derniers mois, en France, on tourne autour de 7% d'inflation, d'après l'INSEE. Au Royaume-Uni, on est aux alentours de 10 à 10,5. Donc là, c'est exact. L'inflation est supérieure au Royaume-Uni. Mais supérieure, c'est pas d'une façon délirante. Entre 7 et 10, il n'y a pas de façon, quelque chose de délirant. Ça doit d'ailleurs être tempéré, ce constat, par deux considérations. La première, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le problème du Royaume-Uni comme de la France, c'est qu'ils sont lancés dans cette affaire de sanctions contre la Russie, dans cette affaire qui veille à une espèce d'augmentation considérable des prix de l'énergie, et donc
eh bien que tous les deux, comme d'ailleurs l'ensemble des pays de l'Union européenne, ont un taux d'inflation très important. Et d'ailleurs, on cite les 10,5% du Royaume-Uni en inflation que l'on va comparer à la France, en disant c'est moins bien qu'en France. Mais je signale que dans l'Union européenne, il y a des pays, y compris des pays qui ont adopté l'euro, comme l'Estonie, qui ont des taux d'inflation de plus de 20% ou de plus de 15% dans certains pays de l'Est. Donc que l'on vienne pas nous expliquer que ce serait consubstantiel au Brexit d'avoir une forte inflation, puisque l'inflation en Union européenne, la moyenne est de l'ordre de 10%. Et puis le deuxième bémol à apporter, c'est que personnellement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le taux d'inflation calculé en France, moi, j'ai des doutes. J'ai des doutes parce que c'est l'INSEE qui calcule ça en intégrant des quantités de produits qu'on achète une fois tous les 15 ans. Hein. Bon, l'inflation sur tel ou tel produit, je ne sais pas, mais en réalité, ce qui compte pour la ménagère, ou pour le ménager, enfin pour les gens qui font des courses, moi je fais aussi des courses, il n'y a pas que ma femme qui en fait, on se partage les tâches du ménage. Ben, moi je constate quand je vais faire des courses une flambée des prix de l'alimentaire en France. Moi j'aimerais bien que ça soit 7%. Moi je me rappelle que quand je suis dans Paris intramuros, quand j'ai acheté une demi-livre de beurre, il y a encore un an, il fallait compter à peu près 2,50 €, 2,80 € selon le magasin. Entre 2,20 € et puis un beurre de luxe, c'était peut-être 2,90 €, 3. Et aujourd'hui, on est passé à plus de 4 €. Plus de 4 € la demi-livre de beurre, j'allais dire standard, un petit peu au-dessus, mais on ne trouve plus dans Paris intramuros en tout cas, de demi-livre de beurre à moins de 3 €, 3,20 €, et ça va jusqu'à 4 €, 4,50 €. Alors, passer de 2,40 € à 4 €, excusez-moi, c'est pas une inflation de 7%. Alors là, je prends un exemple sur la demi-livre de beurre, mais je pourrais prendre des exemples, enfin, toutes les personnes qui me regardent, hein, nous sommes français, enfin bon, tout le monde fait les courses, hein, même les célibataires, même les étudiants, même les personnes âgées, les hommes, les femmes, etc. Tout le monde fait les courses, tout le monde se rend bien compte que le taux d'inflation n'est pas de 7%, qu'on se moque de nous en fait. Bon. Alors il devrait y avoir un taux d'inflation spécial pour les produits de première nécessité, les produits alimentaires, et puis également, je ne sais pas, le courrier, la poste, sa fameuse réforme sur la lettre rapide, et puis, je ne sais pas moi, des abonnements, le ticket de métro, ce genre de choses. Et là, il faudrait qu'on ait un taux d'inflation sur les stricts produits de première nécessité. Et puis on continue la suite des comparaisons. En matière de dette publique, ça, j'ai pas vu le moindre média. Allô, monsieur Xavier Bertrand? Allô? Pas de son, pas d'image. En matière de dette publique, le Mozart de la finance nous a augmenté notre dette de 500 milliards d'euros. Ce qui d'ailleurs, au passage, est un tour de force. C'est que endetter un pays de 500 milliards d'euros, il l'a fait à l'occasion du confinement. Si cet argent, au lieu d'être dépensé à payer des gens à ne rien faire, parce que c'est très exactement ce qui s'est fait, s'il avait mis cet argent, même la moitié, pour l'investir dans des services publics, dans des travaux sur les routes, amélioration des routes, des autoroutes, des services, des hôpitaux, des services publics, etc., ça aurait fait travailler les entreprises de BTP. Il aurait pu donner de l'argent aux chercheurs, il aurait pu donner de l'argent à l'éducation, il aurait pu donner des travaux pour rénover certains bâtiments anciens, etc. Ça aurait dopé le taux de croissance en France d'une façon considérable. Considérable. Donc le fait qu'on ait un taux de croissance au troisième trimestre de 2022 de plus 0,2% quand on a dépensé 500 milliards d'euros, honnêtement, les bras vous en tombent. C'est-à-dire que c'est d'une inefficacité. Monsieur Macron a dépensé, il a endetté les Français pendant des générations de la façon la plus bête qui soit, en endettant la France pour payer des gens à ne rien faire. En attendant, le résultat des courses, c'est quoi? C'est que la dette publique en France a dépassé, au tournant du mois de janvier, les 3 000 milliards d'euros, c'est-à-dire 120% du PIB, alors qu'au Royaume-Uni, où elle est très élevée, c'est exact, mais c'est l'héritage des prédécesseurs, ne l'oublions pas,
elle est, si j'ose dire, que de 2850 milliards d'euros. Elle est donc 150 milliards d'euros de moins, la dette publique britannique, que la dette publique française, pour des populations à peu près comparables. Et au Royaume-Uni, ça ne représente que 98% du PIB. C'est déjà beaucoup trop élevé. Mais enfin, qu'on ne vienne pas, que nos responsables politiques ne viennent pas ricaner sur les mauvais effets du Brexit. On continue. Le taux de chômage. Le taux de chômage, il faut regarder ce qui est comparable selon le Bureau international du travail à Genève, qui est une instance onusienne. Eh bien, le taux de chômage en France est de 7,3%. Au Royaume-Uni, il est de 3,7%. C'est-à-dire, il est moitié moins. Il y a moitié moins de chômeurs au Royaume-Uni. Et après, nous avons des gens ici qui se permettent de se gausser du désastre du Brexit. Je précise d'ailleurs au passage que M. Macron, qui est le champion de l'artifice et du mensonge, il y a toute une propagande gouvernementale depuis quelque temps qui vise à faire croire que Macron est un génie qui a fait diminuer le chômage d'une façon considérable, qu'il y a eu 700 000 créations d'emplois, etc. Non. Non. Parlez-en à des économistes sérieux. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à le dire. Vous trouverez sur la toile un certain nombre d'économistes qui disent que c'est se moquer du monde. Ce ne sont pas des emplois sérieux. Ce sont des emplois, c'est des créations d'auto-entrepreneurs. Mais il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont fait des auto-entreprises et que ça n'a rien donné du tout. Et donc, à partir du moment où vous sortez quelqu'un des statistiques du chômage, on dit que vous avez créé des emplois, mais ce ne sont pas des emplois durables, des emplois solides pour une grande partie d'entre eux. C'est surtout de la poudre aux yeux, de la poudre de perlimpinpin, comme dirait l'autre. En attendant, sur le taux de chômage, même si le taux de chômage en France a baissé par rapport à des sommets que l'on a connus, il est 2 fois supérieur au taux de chômage du pays du Brexit. Sur le déficit commercial et le déficit de la balance des paiements courants. Alors là, c'est difficile de choisir un mois en particulier. Il faut mieux avoir une courbe sur toute une année. Et je vais vous présenter l'un après l'autre les évolutions de la courbe de la balance commerciale, d'une part, de la balance donc la balance commerciale, ce sont les biens et les marchandises. De la balance des services, donc les services, c'est les services financiers, les assurances, etc. Et puis le résultat, c'est la balance des comptes courants, puisque on échange à la fois des biens et des services. Regardez pour le Royaume-Uni ce que ça donne. Vous voyez sur cette courbe que le Royaume-Uni connaît des déficits commerciaux très importants, mais des excédents de leur balance des services très importants aussi, de telle sorte que la courbe noire que vous voyez entre les deux varie beaucoup, mais est globalement, sur plusieurs années, est à l'équilibre, la balance des paiements courants. Regardons maintenant la même chose pour la France. Vous verrez, vous voyez, que la balance commerciale en France est calamiteuse. Et je le dis d'autant plus que l'on a franchi cette année 2022 un record historique qu'on n'avait pas vu depuis Vercingétorix, c'est-à-dire que la balance commerciale, le déficit commercial sur les 12 derniers mois, sur les 12 mois de 2022, on connaît jusqu'en novembre, enfin en gros en décembre on a déjà un peu, on voit comment ça se passe. Le déficit commercial français sera de 160 milliards d'euros de déficit commercial. Et il faut y ajouter une balance des services qui, elle, est positive. Mais regardez, la courbe, elle est beaucoup moins positive que la balance commerciale, de telle sorte que vous voyez la courbe de la balance des paiements courants, la courbe noire entre les deux, eh bien vous voyez que notre balance des paiements courants est en bien plus grand mauvais état que celle du Royaume-Uni. Et puis je voudrais vous parler, enfin, de ce qui vous intéresse, de ce qui intéresse le plus le peuple, les Français, le salaire. Combien ils gagnent. Je rappelle qu'avant le Brexit, le SMIC au Royaume-Uni était 10%, 10-15% inférieur à celui de la France. J'ai eu l'occasion de faire un message Twitter lorsque ça s'est produit. Au cours de l'année 2022, le SMIC britannique a rattrapé puis dépassé le SMIC français. De telle sorte qu'aujourd'hui, le SMIC en France est de 10,57 € de l'heure,
alors que le SMIC au Royaume-Uni est de 11,40 € de l'heure, c'est-à-dire qu'il y a quand même une marge significative en faveur des smicards au Royaume-Uni. Alors je le dis d'autant plus que je vous ai parlé tout à l'heure de l'étude de PricewaterhouseCoopers qui annonçait que ce serait une calamité pour les ménages. Il y avait d'autres instituts qui avaient sorti des choses comme ça. Il y avait également, en 2016, M. George Osborne, qui était le chancelier de l'Échiquier, c'est-à-dire le ministre des Finances britannique, c'est une vieille formulation médiévale. Il s'appelait George Osborne et il avait expliqué, avant le référendum de 2016, que les Britanniques perdraient 5 400 € par an de revenus s'ils sortaient de l'Union européenne. C'est le contraire que l'on constate. Vous allez me dire certains, oui, mais là vous parlez du SMIC, mais le salaire moyen, le salaire médian ou salaire moyen. Eh bien, là aussi, allez regarder les chiffres de l'INSEE, de l'équivalent de l'INSEE au Royaume-Uni. Le salaire médian en France, en ce moment, est de 2005 €, 2,005, 2005 € par mois. Au Royaume-Uni, il est de 295,35 €, c'est-à-dire qu'il est, il suffit de voir, il est plus de 10% supérieur, c'est même 14%, 15% quasiment supérieur à ce qu'il est en France. Ajoutons à tout cela que l'on nous avait expliqué que le Royaume-Uni serait complètement isolé, qu'il perdrait toute importance internationale, que l'on nous avait expliqué que la livre sterling s'effondrerait, que la City s'effondrerait, ce qui n'est pas vrai. La City est restée la principale place financière en Europe, même si un jour, une fois tous les 3 mois, il y a Amsterdam ou Paris qui dépasse, la City est restée la principale place financière en Europe. Quant au rayonnement international du Royaume-Uni, malheureusement, vous voyez ce qu'il donne. Le Royaume-Uni a pris une importance, notamment sur ses affaires ukrainiennes, considérable. Et notez bien d'ailleurs, je voudrais vraiment insister sur ce sujet, que je ne suis pas d'accord avec la politique du Royaume-Uni, notamment en matière internationale. Puisque les Britanniques, qui sont restés dans l'OTAN, comme je le disais tout à l'heure, sont très en pointe contre la Russie. Mais un autre gouvernement pourrait décider de faire tout le contraire. Nous, en France, on dit d'ailleurs beaucoup, comme vous le savez, que ce sont les services secrets britanniques qui auraient fait exploser le fameux gazoduc Nord Stream 2 en mer du Nord, en mer Baltique, plus exactement, et à la demande des Américains. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur le sujet. Mais en France, nous avons une politique vis-à-vis de l'Ukraine et de la Russie un petit peu plus prudente. Je reconnais d'ailleurs ici, c'est suffisamment rare pour que je le souligne, et suffisamment rare pour que je reconnaisse que Macron, il y a un truc qu'il a fait un peu moins mal que d'habitude, c'est qu'on sent bien que Macron sait parfaitement que notre politique actuelle est désastreuse vis-à-vis de la Russie et de l'Ukraine. Il le sait. Les Britanniques n'ont pas les mêmes intérêts géopolitiques. Nous avons un intérêt géopolitique vital à être en bon terme avec la Russie. Vital. Et d'ailleurs, les sanctions que nous avons prises nous sont retournées contre nous d'une façon colossale, et contre l'Allemagne.